Avec à présent Claudia Bruno, qui est psychologue à Follet, en libéral. Elle intervient dans des entreprises en Corse et sur le continent, sur l'estime de soi notamment, ou la gestion du stress. Et elle va nous proposer donc une conférence, vous le voyez sur l'écran, Écran et petite enfance, une révolution à accompagner. Et juste après sa conférence, bien sûr, un jeu de questions-réponses avec vous. Bonjour Claudia, c'est à vous. Merci. Tout d'abord, je suis ravie d'être là. Alors, si je vous dis écran, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Un outil? Un danger? Une solution? Un casse-tête éducatif? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous le dire franchement, il m'est arrivé de me sentir complètement perdue. Est-ce que je sais vraiment comment me positionner sur l'usage des écrans à la maison? Pas toujours. Est-ce que c'est simple d'accompagner les enfants sur les écrans? Pas du tout. Je suis maman d'un petit garçon de 7 ans, celui que vous venez de voir à l'instant, et je suis encore parfois envahie de culpabilité. Parce que je le vois passer trop de temps devant un dessin animé, parce que je me dis que c'est pas bon, mais c'est tellement pratique. Et puis parfois, je suis aussi en colère. En colère parce que, par exemple, la dernière fois au restaurant, je m'étais dit, allez, ce soir, pas d'écran, on en profite. Et là, tous les enfants autour de nous sont avec des écrans, une tablette, un smartphone dans les mains. Et moi, je suis là à essayer de tenir bon, seule, au milieu d'un tsunami de pixels. Et je ne vous parle pas du couple. Parce que chez nous, comme chez peut-être beaucoup d'entre vous, on n'a pas la même consommation des écrans. On n'a pas la même manière de les gérer. On n'a pas les mêmes repères. Et ça peut vite devenir un vrai terrain de friction dans l'éducation. Alors aujourd'hui, je suis ici non pas en tant qu'experte venue vous faire la leçon, mais en tant que parent qui s'est posé 1000 questions, qui s'en pose encore et qui a voulu comprendre comment creuser, chercher des réponses fiables, sourcées et humaines, parce que là aussi, il y a un océan en fait, d'études qui disent tout et son contraire. Dans cette conférence, on va prendre un peu de recul ensemble, non pas pour juger, non pas pour culpabiliser, mais pour réfléchir, comprendre et avancer. Donc, je vais vous proposer 3 grandes étapes dans cette conférence, dans ce voyage. D'abord, on va voir comment tous les écrans ne se valent pas. Entre un appel vidéo passé avec mamie et une appli de vidéo en boucle, l'impact, c'est pas le même. On va poser les bases. Ensuite, on parlera des effets des écrans sur le développement d'enfants. Le cerveau, les émotions, le sommeil, le langage. Qu'est-ce que ça dit, la science, là-dessus? Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Et enfin, on verra ce qu'on peut mettre en place concrètement en tant que parent, peut-être des repères, des astuces, des limites réalistes, pas des recettes magiques, mais des outils pour mieux comprendre, accompagner nos enfants à notre rythme avec bienveillance. Alors, comme je suis fan de la cohérence cardiaque, pour celles et ceux qui m'ont vu hier, on va respirer un bon coup. Et ça y est, on va y aller ensemble, on va parler vrai et on va essayer de comprendre cette révolution numérique pour mieux accompagner nos enfants. Il y a un livre que j'ai adoré lire, qui est un peu vieux maintenant, de 2012, et qui s'appelle « Petite poussette ». Et qu'est-ce que ça nous raconte dans ce livre qui est juste là? Nous, les adultes, on est des digital migrants. On a dû apprendre à vivre avec les écrans. Nous, moi j'ai 40 ans, j'ai vécu dans un monde sans smartphone quand j'étais ado. Je crois que le premier téléphone que j'ai eu, j'étais en 3e, et c'était un téléphone à clapet où on peut juste envoyer quelques SMS et passer des appels. On a vécu sans Wi-Fi. Aujourd'hui, les ados que vous êtes là dans la salle, j'en vois quelques-uns, les jeunes, vous êtes, vous, des enfants des digital natives. Vous ne débarquez pas dans ce monde numérique, vous y naissez. Quand est-ce que la première fois qu'un gamin voit un écran? Souvent dans la salle d'accouchement. Ça commence par là, en fait, les écrans. Alors, qu'est-ce qu'il nous disait Michel Serres?
Michel Serres, qui est un grand philosophe, historien des sciences et académicien, cohérence cardiaque, il nous disait que c'est une révolution aussi majeure, tous ces écrans, que celle de l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie. L'arrivée d'Internet, des smartphones, des réseaux sociaux transforme profondément notre rapport au savoir, au pouvoir, au corps, à la société. La nouvelle génération des petites poussettes, comme ils les appellent, c'est qu'ils tapotent sur leur téléphone en permanence. Alors, l'idée de Michel Serres, c'est le couple support-message. Mais c'est quoi ce couple support-message ? C'est une idée assez simple, c'est que chaque message, le contenu, a besoin d'un support, le canal, pour exister et pour transmettre. Dans le passé, le message, c'était par exemple un texte religieux, une loi, un savoir. Le support, c'était la pierre, le parchemin, le papier. Et aujourd'hui, le message, il est comment ? Il est numérique, le message. Et du coup, c'est quoi ? C'est une vidéo, c'est un tweet, c'est un audio, c'est un jeu interactif. Donc le support est un écran, et le support, du coup, c'est l'écran, le smartphone, la tablette, un cloud. Donc quand le support change, le message change. Lire une encyclopédie versus scroller Wikipédia, c'est pas du tout la même expérience. Lire un roman ou regarder TikTok, ça ne mobilise pas vraiment les mêmes circuits cérébraux. Cette mutation du couple support-message, il bouleverse complètement les rapports au savoir, à l'autorité, à l'attention. Ça crée une nouvelle forme d'humain, les petites poussettes. Et cette génération qui tapote avec ses doigts, qui a toujours dans sa poche son smartphone, a du coup sa mémoire, son attention, sa structure du langage qui se voit profondément transformée. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Michel Serres ? Il nous dit mais l'écran c'est pas forcément mal. Quand on change le support, on change la forme. Et ça oblige l'école, les parents, les institutions à se poser du coup de vraies questions. Cette dissociation, elle explose du coup les anciennes structures du savoir. On n'a plus besoin de retenir l'information puisqu'on peut accéder instantanément à l'information. Ça va modifier l'apprentissage, la pédagogie, la relation du coup maître-élève. Contrairement au discours alarmiste, Michel Serres ne diabolise pas du tout les jeunes. Il dit « Petite poussette écrit avec ses pouces sur son smartphone, elle vit dans un monde qu'aucun adulte ne comprend vraiment. » Il défend l'idée que ces jeunes ne sont pas moins intelligents, mais qu'ils sont différemment intelligents. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit qu'est-ce qu'ils doivent faire, ces jeunes ? Ils doivent inventer de nouvelles formes de langage. Ils doivent apprendre à s'orienter dans un océan d'informations. Ils doivent créer de nouveaux rapports sociaux et ils doivent réfléchir à l'ethnique du numérique. Car oui, votre génération à vous, il va falloir réfléchir à l'ethnique du numérique. Et il dit, Michel Serres aussi, que ce qui serait intéressant, et déjà il y a des écoles qui commencent à le faire, il y a des facultés qui commencent aussi à s'intéresser à vraiment comment on va pouvoir transmettre l'information avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, par exemple, qui vient bouleverser tout ça, qui vient bouleverser notre rapport au travail. Eh bien, il dit, Michel Serres, qu'il va falloir qu'on accompagne l'école aussi à repenser les choses. Il faut que l'école repense les choses. Donc on n'est plus dans une logique de transmettre un savoir stocké, puisqu'il est accessible partout, mais plutôt d'apprendre à trier l'info, à développer l'esprit critique, à créer du lien entre les disciplines, à apprendre à penser, pas à répéter. Donc il plaide pour une pédagogie qui va être beaucoup plus horizontale, plus participative, plus créative.
Est-ce que l'écran est mauvais? Vous l'avez compris, non. L'écran n'est pas mauvais par nature, c'est un outil. Et comme tous les outils, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet outil. Avec un marteau, je peux créer un meuble comme je peux tuer quelqu'un. Avec un couteau, c'est pareil. Donc, que nous dit la sociologie des usages? Ce n'est pas l'outil qu'il faut juger, mais qu'est-ce qu'on en fait? Le contexte, la relation, l'accompagnement. Un bébé de 18 mois assis sur les genoux qui regarde un écran éducatif dans un moment de partage avec du langage, avec des gestes, avec des sourires. Est-ce que c'est la même chose qu'un bébé qui va être exposé devant un écran de 2 mètres? Ben non, c'est pas la même chose et c'est pas la même expérience. Donc ce qui compte, c'est le contenu, le contenant, le contexte. Tous les écrans ne se valent pas. Une télé qui tourne en continu sans interaction, ce n'est pas la même chose qu'une tablette avec un contenu ritualisé, choisi, partagé. Un épisode éducatif regardé avec un parent dans une routine du soir, c'est différent d'un enchaînement YouTube au hasard pendant 2 heures. Maintenant, je vais vous présenter quelques études. Et là, pour moi, ça a été un casse-tête parce que ce n'est pas si simple que ça que de sélectionner les études autour des écrans. D'ailleurs, tout ce que je raconte ici, il y aura un QR code à la fin du PowerPoint et vous allez pouvoir retrouver toutes les sources, toutes les conférences que j'ai pu visionner pour préparer ce recensement. Alors, que nous dit cette étude de 2008 ? Donc, il y a eu 166 enfants âgés de 15 à 48 mois qui ont été répartis en 2 groupes. Donc, il y avait 56 enfants qui étaient nouvellement diagnostiqués avec un retard de langage et 110 enfants qui avaient un développement linguistique typique. Alors, ce qu'on appelle des enfants nouvellement diagnostiqués avec un retard de langage, c'est qu'en fait, ce groupe ne répondait pas aux différents critères de motricité, de langage attendus en fonction des groupes d'âge. Et les 110 enfants témoins, ce sont des enfants qui répondaient. Voilà, vous savez qu'en fonction de l'âge des enfants, il doit avoir acquis 20 mots à tel âge, 30 mots à tel âge. Et donc, il y avait 110 enfants qui étaient dans une normalité par rapport à leur développement. Eh bien, qu'est-ce que nous dit cette étude ? C'est que les enfants qui ont commencé à regarder la télévision avant l'âge de 12 mois, qui passaient plus de 2 heures par jour, avaient environ 6 fois plus de risques de présenter des retards du langage par rapport à ceux qui n'étaient pas exposés aussi tôt ou aussi longtemps. Dans une autre étude, donc là, on a cherché à comprendre comment les médias audiovisuels allaient influencer le développement linguistique des enfants. Une prise en compte, donc il y a une prise en compte des facteurs écologiques, le contenu des programmes, le contexte de visionnage et les caractéristiques de l'enfant. Là, on a passé plusieurs dessins animés. Il y en a un que je ne connais pas qui s'appelle Blueberries, je crois. Un autre, Dora, l'exploratrice, qui est assez connue. Et un troisième, les Teletubbies. Et donc, du coup, on est allé regarder tout ce que ça faisait au niveau de l'apprentissage. Est-ce qu'un écran, il peut vraiment être éducatif ? Desmurger, c'est le sniper. Michel Desmurger, j'en parlerai tout à l'heure, c'est l'auteur de ces livres. Lui, il démonte tout effet éducatif de tous ces programmes. Et dans cette étude qui synthétise tout ça, ils ont analysé que les effets des médias audiovisuels sur le développement du langage chez les enfants de moins de 3 ans n'avaient pas vraiment en fait, d'impact. Les auteurs ont conclu qu'il fallait vraiment être très vigilant à la fois sur le contenu des programmes, l'âge de l'enfant lors de l'exposition et le contexte dans lequel on allait le visionner. Les Teletubbies, par exemple, eux, ils disaient que ça nuisait au développement de l'enfant. Dora, ils étaient plus tempérés. Michel Desmurger,
qui est docteur en neurosciences et auteur de nombreux ouvrages, dit qu'en fait, non, on ne peut pas apprendre avec Dora l'exploratrice. Au bout d'un moment, l'enfant, au bout de 60 répétitions, peut peut-être venir vous dire un truc, un mot qu'il a entendu. Mais en fait, on ne sait pas, quand un enfant a 3 ans, où est-ce qu'il regarde. Et donc, du coup, ça ne peut pas venir se substituer à l'interaction qu'on peut avoir avec nos enfants. Et là aussi, il y a eu des études qui ont été faites où on a demandé à un groupe témoin de passer des vidéos où ils devaient apprendre 20 mots, qu'avec les écrans, et des parents qui devaient apprendre ces 20 mots, mais en interaction. Ben, c'est sans équivoque. Hein. Avec les écrans, ils apprennent quasi rien. Parce que rien ne vaut l'interaction. Donc les recommandations, ça va être de sélectionner soigneusement le contenu des médias, de limiter les temps d'écran pour les très très jeunes, et on va y revenir, de privilégier le co-visionnage interactif pour maximiser les bénéfices potentiels sur le développement du langage. Léonard Van Hetzel, qui est un psychologue que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur les troubles du comportement, qui est aussi directeur d'un centre de recherche et qui a créé une application qui s'appelle les Poulpis pour accompagner les parents dans le développement des enfants, dit que chaque soir, pendant que le parent prépare le repas, on pourrait imaginer ce petit ange qui a 3 ans, qui regarde 2 épisodes de Minuscules. C'est un chouette dessin animé, Minuscules sans parole. Eh bien, 2, pas 3, pas 20, 2, juste 2. Il le sait, c'est son rituel. Ensuite, il va éteindre la télé. C'est le moment de passer à table. Et là, on discute avec ce petit enfant de ce qu'il a vu. On verbalise. On travaille la narration. Eh bien, ce n'est pas la même chose que si on le laisse regarder tout seul et qu'on n'en parle pas après. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Léonard Van Hetzel ? Il nous dit, là, à ce moment-là, on travaille sur la gestion des émotions. Puisqu'il va falloir travailler sur la frustration. C'est 1, pas 2, pas 3, c'est 1 épisode des Minuscules. On va travailler sur l'apprentissage de l'autonomie, puisque du coup, on va inviter le petit enfant à venir lui-même éteindre la télévision. On va travailler sur la ritualisation. On met en place, et l'enfant a besoin de rituels, l'enfant a besoin de cadres, j'insiste beaucoup là-dessus, et on va travailler sur la transition entre 2 moments. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire, selon Léonard Van Hetzel ? On est en train d'éduquer l'enfant aux écrans. On est en train de l'accompagner face à l'utilisation de ces écrans. Alors, ce que nous dit Léonard Van Hetzel, c'est évidemment que tous les enfants n'ont pas besoin d'écran, mais dans certaines familles, dans certains contextes, les écrans peuvent aussi offrir du lien, du répit, de la structure. Donc, il faut arrêter de diaboliser sans nuancer, parce que de toute manière, on est dans une ère où on n'y échappera pas, on n'y échappera plus, et de faire du 0 écran, je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, perso, j'y arrive pas. Alors, il ne faut quand même pas perdre de vue les enjeux majeurs, la sensorimotricité, le lien social, le langage. Un écran ne doit jamais remplacer ça. Jamais. Alors après, de manière un peu provoque, évidemment que c'est mieux un petit enfant qui est devant un écran que lorsqu'il est enfermé dans le placard. Il vaut mieux un enfant devant un écran que des parents qui vont être dans l'agression face à leur enfant. Mais un écran ne doit jamais remplacer la sensorimotricité. Alors, la sensorimotricité, peut-être que c'est intéressant que je revienne dessus. Qu'est-ce que c'est que la sensorimotricité ? La sensorimotricité, c'est tout ce qui va être en lien avec les sens. L'enfant, pour se développer, on se développe par nos 5 sens. La vue, l'audition, le toucher, le gustatif, et cette sensorimotricité, elle va être nécessaire pour la structuration de notre cerveau. Et elle ne peut que grandir par interaction. Les animaux, les humains, on est profondément des animaux qui avons besoin d'interaction. On ne peut pas grandir tout seul. D'ailleurs, juste une petite anecdote, c'est qu'un enfant
qui grandirait sans aucune forme d'interaction, dont on ne remplirait que les besoins physiologiques, manger, boire, dormir, sans très peu d'interaction. Hitler l'a fait, parce qu'il voulait créer une race d'Aryens. Et donc, du coup, il a demandé dans les nurseries à ce qu'on ne remplisse que les besoins primaires de ses enfants pour créer des petits êtres supérieurs, dénués de toute influence éducative, de toute influence sociétale, pour en faire des êtres parfaits. Et bien, vous savez ce que ça crée ? Le syndrome de l'hospitalisme. Et le syndrome de l'hospitalisme, c'est quoi ? C'est que ces nourrissons, alors même qu'on remplissait les besoins primaires, manger, boire, dormir. Mais on demandait aux nurses de ne pas rentrer en communication avec ces enfants pour ne pas les influencer. Eh bien, ces enfants ont commencé à développer des syndromes dits autistiques, de dépression, et pour certains, ça les a conduits à la mort. Nous avons fondamentalement besoin d'interaction au-delà de nos besoins physiologiques. Nous avons fondamentalement besoin, j'ose le dire, d'amour, d'interaction. Et ça passe par cette sensorimotricité. Et ça passe par ce lien social. Et ça passe par le langage. Nous découvrons le monde au travers du langage, puisqu'un petit bébé n'a pas la vision qui est claire quand il vient de naître. Donc il va se baser par rapport à l'intonation qu'on va mettre. Un mot, c'est une caresse, comme le disait... celui qui a écrit Les mots sont des fenêtres, Marshall Rosenberg, les mots peuvent être des caresses ou bien des murs. Donc l'intonation va être importante. Et ça, l'écran ne peut pas le remplacer. On peut rien faire. Le cerveau, il est foutu pour bosser avec l'humain. Voilà. C'est pas avec l'écran, c'est avec l'humain. Alors, les chercheurs... Qu'est-ce qu'ils ont examiné ? Ils ont examiné l'effet des différentes durées d'exposition quotidienne aux écrans à l'âge de 1 an. Et les enfants étaient répartis en 4 groupes selon leur temps d'écran. Moins d'1 heure par jour, 1 à 2 heures par jour, 2 à 4 heures par jour et 4 heures plus ou moins par jour. Eh bien, les enfants qui étaient exposés à 4 heures ou plus par jour à l'âge de 1 an ont un risque significativement plus élevé de présenter des retards de communication, motricité fine, résolution de problèmes et, dans une moindre mesure, la motricité globale à l'âge de 2 ans. À l'âge de 4 ans, les effets se maintiennent surtout dans le domaine de la communication et de la résolution de problèmes. Même si l'étude ne détecte pas d'effets délétères nets sous 1 heure par jour, les spécialistes en neurodéveloppement comme Michel Desmurger, docteur en neurosciences, Serge Tisseron, l'auteur que je vous ai présenté, Léonard Van Hetzel, psychologue, mais aussi Caroline Goldman, qui est une psychologue que j'apprécie beaucoup écouter, disent qu'avant l'âge de 2 ans, le cerveau est en plein câblage et les écrans ne remplacent pas les interactions humaines. Même une faible exposition passive peut voler des temps précieux à d'autres expériences plus riches, des jeux moteurs, du langage interactif, la lecture partagée, l'exploration sensorielle. Michel Desmurger, dans son ouvrage « La fabrique du crétin digital », fait référence, qui est juste ici, fait référence à une étude de Zimmerman qui a examiné l'impact de l'exposition aux écrans sur le développement du vocabulaire chez les enfants âgés de 8 à 16 mois. Eh bien, 8 à 16 mois, les enfants ont à peu près 60 mots de lexique. Écoutez bien ça, pour 1 heure de télévision par jour, vous enlevez 1/3 de ce lexique, soit 40 mots. Le langage, c'est la pierre angulaire de notre intelligence. C'est ce qui nous distingue du singe. Le langage. On partage beaucoup avec eux, mais ce qui nous distingue génétiquement, c'est le langage. Et qu'est-ce que je constate aussi dans toutes les... J'ai accompagné beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes de 16 ans à 25 ans dans le cadre du contrat engagement jeune dans les missions locales. Je constate vraiment un déficit du vocabulaire. On ne sait plus exprimer les choses et ça fait 5 ans que j'interviens et j'ai vraiment senti, même en 5 ans,
une baisse significative du vocabulaire, des jeunes qui ne savent plus rêver, qui ne savent pas forcément s'exprimer et dont la réponse préférée c'est « je sais pas ». Je sais pas. Au cabinet, je leur dis que c'est le mot interdit quand ils viennent me voir. Ils n'ont pas le droit de me répondre « je sais pas ». Alors la solution, c'est que quand vous lisez des histoires à vos enfants, avant de s'endormir, vous augmentez le vocabulaire. Il y a une régression du coup des compétences linguistiques car les enfants sont de moins en moins exposés à la lecture. Alors, Michel Desmurger, Léonard Van Hetzel, tous ces auteurs, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, bon, les écrans, on peut les utiliser, mais il faut vraiment qu'on vienne aussi réintroduire cette notion de la lecture. C'est corrélé, c'est pas que l'écran, c'est corrélé aussi à tout ce qu'on manque en fait à côté. Donc l'usage des applications comme TikTok, Instagram, ça favorise un langage qui va être appauvri et une diminution de la construction syntaxique. Quand vous utilisiez Facebook, il y avait au moins l'avantage d'écrire 3 phrases. Mais maintenant, Facebook, c'est le réseau social des vieux, faut se le dire. Par contre, du coup, quand on prend une photo sur Insta, ça prend 2 secondes. Si je vous demande de dire comment ça s'est passé, cette conférence dans la salle, vous prenez une photo et vous marquez super bien. Si je vous demande d'écrire une rédaction pour savoir comment ça s'est passé cette conférence, là, il va falloir faire preuve d'un peu plus de vocabulaire. Et où est-ce qu'on acquiert ce vocabulaire ? Dans les livres. Oui, on revient aux fondamentaux, en fait, dans les livres. Donc l'étude ADME 2019 constate même qu'il y a une diminution de la vitesse de lecture entre 1960 à aujourd'hui. Et Desmurger nous dit 35% des enfants ne lisent jamais de livres. Jamais. Donc il y a un vrai effondrement de la lecture. Aujourd'hui, il y a 15% d'enfants qui lisent régulièrement des livres. Alors, quand on dit 15%, dedans, on met les BD, on met Insta, on met... les 15%, on allait chercher vraiment dans tout ce qu'ils pouvaient lire. Et c'est pas forcément... Voilà. Et 35% qui ne lisent jamais de livres. Donc, les conséquences sur le langage, c'est moins d'exposition au langage structuré, moins de vocabulaire. On en est à réécrire des éditions d'ouvrages. Je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune, j'adorais le Club des 5. J'ai lu le Club des 5 à fond les ballons, Comtesse de Ségur, etc. Eh bien, aujourd'hui, ils réécrivent même des nouvelles éditions du Club des 5 avec moins de vocabulaire. On oublie le passé simple. J'ai entendu dire, là, par une copine qui a sa fille au collège, que dans certaines classes, certains instituteurs ne faisaient plus le passé simple. Voilà, on en est là. C'est dramatique. Enfin, je rigole, mais c'est jaune. Donc, du coup, il y a une perte de 40% du lexique dans certaines rééditions de livres de jeunesse. Caroline Goldman, qui est psychologue, insiste sur l'importance de la lecture et de l'exposition au langage oral dans la construction de l'intelligence verbale. Elle alerte sur les délais croissants dans l'acquisition du langage et la hausse du recours aux orthophonistes. Vous pouvez peut-être le constater pour certains d'entre vous encore, c'est galère maintenant de trouver un orthophoniste. Il y a parfois 1 an de délai. Donc si vos gamins ne savent pas quoi faire comme métier, vous pouvez leur dire orthophoniste. Parce que depuis en fait, le confinement, il y a eu en plus une explosion de demandes pour les orthophonistes. Et pourquoi ? Parce que dans le confinement, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? Certains, vous avez dû vous transformer en super prof. En même temps, il fallait gérer les nouveaux outils qui arrivaient, Teams, la réunionnite aiguë, etc. Et donc, du coup, les enfants ont eu accès à encore plus d'écrans. Et puis, le masque. Du coup, le masque, ça a été, d'un point du regard de la psychologie et de l'apprentissage de la langue, c'est quelque chose qui est venu bloquer. L'enfant va aussi grandir parce qu'il va voir les expressions du visage. Et quand vous bloquez comme ça la vision, eh bien, vous enlevez un sens. On a dit au tout début sensorimotricité. Vous enlevez la vision, vous enlevez en fait la possibilité de mieux scander le discours, d'avoir accès aux émotions, etc. Donc, dans un livre pour enfants, pour 1000 mots, nous avons 30 mots rares.
Donc les mots rares, c'est pas non plus ouf gueudin, comme diraient les jeunes, hein. Les mots rares, c'est bâtisse, pittoresque, infernal. Voilà, c'est ça les mots rares. Versus, dans les programmes éducatifs, on a très très peu de mots rares. Et quand nous discutons comme ça entre nous, nous utilisons assez peu de mots rares. Quand ils nous entendent discuter entre nous, on va parler de la pluie et du beau temps, etc. Donc on utilise quand même assez peu de mots rares dans le langage, d'où l'importance aussi de revenir sur cette lecture, en fait. Alors, quels sont les impacts sur l'attention et la concentration ? Eh bien, une étude longitudinale a suivi des enfants de 3 à 8 ans. 1 heure de télévision à 3 ans va doubler le risque de troubles attentionnels à 8 ans. Les adolescents de 14 ans qui regardent 3 heures de télévision par jour, 3 heures d'écran par jour, ont 3 fois plus de risque de présenter un TDAH à l'âge de 16 ans. C'est pas moi qui le dis, c'est les études. C'est quoi l'impact de l'attention ? Alors, on va parler de multi-stacking et d'attention fragmentée. Les enfants qui vont utiliser plusieurs écrans à la fois, la télé, le smartphone, la tablette, sont 20% plus lents dans les tâches de décision simples. On pourrait croire que ça augmente l'attention, que d'être un peu partout en même temps, mais pas du tout. Tout comme ces jouets, je fais une petite digression, avec des couleurs de partout et qui sonnent de partout. Et ben, ça n'augmente pas l'attention de vos enfants. Alors, ils sont très attirés par ça, hein. Ils préfèrent le jouet qui bip dans tous les sens avec plein de couleurs que le jouet Montessori, noir, très simple, le petit bâton en bois. Sauf que du coup, pour son attention, c'est mieux le petit jouet en bois que le jouet qui sonne de partout. Et c'est pareil en fait avec les écrans. Plus on va multiplier les écrans, plus en fait ça va non pas augmenter votre vitesse, mais ça va la diminuer. Et le cerveau, il va devenir hypersensible aux stimuli extérieurs et on est incapable de filtrer les distracteurs. Donc Léonard Van Etzel, à nouveau, souligne que l'attention est la porte d'entrée de toutes les autres fonctions cognitives. La sollicitation permanente par les écrans va nuire à la concentration profonde et aux apprentissages scolaires. On parle d'écran récréatif. Il y a une autre étude. Ah ouais, ça c'est dingue. Cette étude, elle me fait halluciner. Alors, il y a une autre étude, 60 enfants âgés de 4 ans, on leur passe un petit dessin animé de Bob l'éponge. 9 minutes de Bob l'éponge. Un autre groupe d'enfants, on leur passe un dessin animé éducatif, un peu plus lent, 9 minutes aussi. Et un troisième groupe, on leur demande de dessiner pendant 9 minutes. Après, on prend ces 3 groupes témoins et à tous ces enfants, on va leur faire des activités qui vont mesurer ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc la mémoire de travail, la capacité d'attention et la résolution de problèmes. Eh bien, les enfants qui ont regardé Bob l'éponge et l'autre écran éducatif pendant 9 minutes ont réduit leur performance attentionnelle et de mémorisation de 30%. Donc, quand vous rentrez de l'école et que le petit vous dit « Oh, le laisse se détendre pendant 30 minutes devant les écrans et après on fera les devoirs », eh bien, vous diminuez de 30% ses capacités attentionnelles et de mémorisation et de concentration. 9 minutes. Vous comprenez ma culpabilité dont je vous ai parlé dans mon introduction tout à l'heure. Après, je vous raconterai comment j'ai essayé de mettre en place des règles et pas toujours évidentes à faire respecter. Alors, l'effet des jeux vidéo entre apprentissage et sommeil, parce que oui, ça vient altérer aussi le sommeil. Desmurger dit qu'un enfant qui apprend une leçon, puis il joue à un jeu vidéo pendant 30 minutes avant d'aller se coucher. Et le lendemain, on réinterroge ces enfants sur ce qu'ils ont appris. Donc, on prend des enfants qui jouent aux petits jeux vidéo après avoir appris leur leçon, ils vont faire dodo. Un autre groupe, eux, ils n'ont pas de jeux vidéo, ils apprennent la même leçon. Et le lendemain, on va aller regarder qu'est-ce qu'ils ont retenu. Eh bien, les enfants qui ont appris une leçon, qui sont allés jouer aux jeux vidéo avant d'aller se coucher, eh bien, ne retiendra que 50% de ce qu'ils ont appris.
le lendemain, contre 80% pour un enfant qui n'aura pas joué. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous dormez, et ça c'est quelque chose que j'explique beaucoup quand je pratique le MDR avec mes patients, c'est que votre cerveau, il va hiérarchiser, il va mémoriser, il va ranger tout ce que vous avez vu dans la journée. Et que quand vous jouez aux jeux vidéo, eh bien, ça vient jouer sur certaines sphères cérébrales qui empêchent en fait de bien retraiter les informations de la journée. Il y a aussi un effet sur le retard d'endormissement et la qualité du sommeil. Quand on lit une tablette avant de s'endormir, eh bien, ça retarde ce qu'on appelle la production de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui permet en fait l'endormissement, et ça va augmenter justement ce temps d'endormissement de 10 minutes, et ça va diminuer le sommeil paradoxal. Alors même sur la liseuse, c'est cette fameuse lumière bleue dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a une méta-analyse. Alors les méta-analyses, c'est ce qui vient regrouper plusieurs analyses qui ont été réalisées un petit peu partout, qui montrent que les enfants qui utilisent les écrans le soir ont 2 fois plus de risques de sommeil insuffisant, 3 fois plus de risques de somnolence diurne et un sommeil moins profond et moins réparateur. Une autre méta-analyse de 2019, donc là on est sur 58 études, 480 000 jeunes, donc là je crois que ça m'a l'air un peu significatif celle-ci d'études, 480 000 jeunes. Et bien du coup, qu'est-ce que ça crée au niveau des performances scolaires ? Ça diminue les résultats en lecture et en langue. Les jeux vidéo, il y a une baisse modérée des notes à l'école, et les écrans le soir, moins de sommeil, donc moins de mémoire. Chaque heure d'écran par jour, c'est moins 5 à moins 15% sur les notes, en moins. Moins de sommeil réparateur, moins de concentration. Alors, pareil, la conclusion, ce n'est pas l'écran en soi, mais quand et comment on les utilise. Les écrans dans la chambre, bonne ou mauvaise idée ? Je crois qu'avec tout ce que je viens de vous raconter, sans équivoque, mauvaise idée. Un enfant qui possède une console ou un smartphone dans sa chambre voit ses performances scolaires diminuer de 15 à 20%. Vous pourrez lire tout ça si un jour vous avez envie de vous lancer dans la fabrique du crétin digital qui est juste là. Alors après, les effets des écrans sur le poids, sur l'image corporelle et l'alimentation, quand on mange devant un écran, en fait, on va manger vachement plus. Parce qu'on n'a plus la satiété, le sentiment de satiété qui arrive. Quand on regarde des publicités avec des trucs sucrés, ça nous donne envie de manger des trucs sucrés. Donc il y a moins de régulation naturelle de l'appétit, il y a un dépassement du seuil de satiété. Les publicitaires alimentaires, les enfants qui sont exposés à ces publicités vont plus manger de fast-food, de snacks sucrés, de produits malsains. Donc du coup, ça vient aussi, c'est un des facteurs qu'on va aller regarder aussi dans l'obésité. Et aujourd'hui, on constate aussi qu'il y a quand même une augmentation du surpoids chez les jeunes. C'est corrélé en fait tout ça, c'est pas un facteur, il faut vraiment regarder les choses dans leur ensemble. Alors il y a quand même de l'espoir. Les études montrent que lorsque l'on réduit le temps d'écran, les effets négatifs sur le sommeil, la mémorisation et l'attention peuvent être réversibles. Plus l'enfant est jeune, par contre, donc plus on expose vite un enfant, plus les effets négatifs s'enracinent rapidement, et plus il faudra de temps et de constance et d'efforts pour les inverser. Chez les tout-petits, chaque heure compte. C'est vraiment important. Alors maintenant, on va essayer de regarder un peu les recommandations concrètes par rapport à ces écrans. Qu'est-ce qui nous dit Michel Desmurger ? Les écrans passifs vont nuire au développement du cerveau, en particulier chez les tout-petits. Donc quand on parle d'écran passif versus écran récréatif, vous voyez la différence ?
Passif, récréatif, c'est la même chose. C'est différent des écrans où on va apprendre quelque chose. Par exemple, quand on est sur vos applications Pronote pour avoir les devoirs, ou quand on travaille sur l'intelligence artificielle pour rédiger, je sais pas, un exposé, etc. C'est pas la même chose que quand on est sur TikTok à aller scroller tous les influenceurs à la mode. Hein ? Donc, du coup, les écrans passifs, récréatifs, eux, nuisent au développement du cerveau des tout-petits. Ça va perturber le langage, l'attention, le sommeil, et ça va diminuer les performances scolaires. Les recommandations selon Desmurger. Pas d'écran avant 3 ans. L'OMS dit pas d'écran avant 1 an. Et moi, j'ai envie de vous dire, qui peut le moins peut le plus. Hein. Supprimer les écrans le matin et avant de se coucher. À la maison, avec mon fils de 6 ans, c'est 0 écran le matin. Et pendant que je me prépare, il va jouer au piano, il fait des dessins sur son truc, mais il n'y a pas d'écran. C'est même pas la peine qu'il ouvre la bouche pour me demander. Il n'y a pas d'écran le matin. Et avant de se coucher, alors là, on n'est pas toujours OK avec le papa, mais par exemple, le soir, quand il a le droit aux écrans, on va privilégier plutôt le mardi soir, parce que l'école, il n'a pas école le lendemain, et puis les week-ends, mais jamais pendant la semaine scolaire. On va supprimer un maximum les écrans passifs. Lire à haute voix chaque jour, pour Desmurger, et là j'abonde vraiment dans ce sens aussi, c'est l'antidote principal aux dégâts cognitifs. Il y en a qui disent 1 heure d'écran, 1 heure de lecture, pour essayer de temporiser les effets des écrans. Serge Tisseron, qui lui est plutôt un médiateur bienveillant, lui, il a parlé de la règle 3-6-9-12, que vous avez peut-être entendu parler. Donc il dit, lui, Serge Tisseron, qu'il ne s'agirait pas de diaboliser l'écran, mais de guider l'enfant dans un usage intelligent et progressif de l'écran. L'accompagnement parental, ça va être la clé. Donc lui, il dit 0-3 ans, pas d'écran. Sauf visio exceptionnelle avec, par exemple, la famille. 3-6 ans, pas de console de jeu, seulement des contenus choisis avec un adulte. 6-9 ans, introduction des consoles avec règles strictes, pas d'internet libre à la maison. 9-12 ans, on accompagne l'enfant sur l'utilisation d'Internet. L'apprentissage de l'esprit critique aussi, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as retenu. 12 ans, un accès un peu plus libre, mais une éducation au réseau, à la désinformation. Là aussi, les réseaux, il y a des espaces où il ne faut pas aller, il y a des contenus que vous pouvez voir qui ne sont pas à voir, et il y a des rencontres que vous pouvez faire qui peuvent être dangereuses. Donc là aussi, il va falloir accompagner nos enfants sur l'usage des écrans. Léonard Van Etzel, qui lui est a une position plutôt attentive sur les fonctions exécutives, il dit que les écrans, ça fragmente l'attention, ça accélère le rythme cognitif, ça rend le cerveau hyperactif et peu résistant. Ça va toucher l'inhibition, la planification, la persévérance mentale. Donc lui, il dit qu'on limite, il ne fait pas d'interdiction, Léonard Van Etzel, mais il dit limiter l'exposition aux écrans rapides, les vidéos ultra coupées, les effets spéciaux, TikTok. Proposer des jeux qui sollicitent la mémoire, la planification, donc avoir des routines avec ses enfants, de puzzles, de jeux de société. D'introduire des routines aussi sans écran, des rituels, des pauses créatives, des temps calmes. Par exemple, nous, à la maison, ce qu'on a mis en place avec son papa, c'est que le soir, on joue très souvent au Uno, on va jouer aux échecs, on va jouer aux dames, on va jouer... Voilà, il y a vraiment plein de jeux de société dans le salon et on fait des rituels comme ça aussi de jeux. Et quand on joue au jeu, donc c'est ce que j'expliquais ce matin à mon fils qui jouait aux échecs sur son téléphone, je lui ai dit, donc c'est mercredi, il a le droit aujourd'hui,
je lui ai dit, maintenant, en fait, Augustin, la semaine, t'as pas le droit de jouer aux échecs sur ton jeu. Et il me dit, mais pourquoi c'est la même chose? Je dis, non, c'est pas la même chose. Quand tu joues aux échecs avec maman ou avec papa, et ben, du coup, on discute. On va mettre en place des stratégies. Tu vas utiliser tes petits doigts pour bouger les pions. Donc, ça mobilise pas les mêmes choses dans ton cerveau. Donc, du coup, quand c'est la semaine, c'est non, n'ose même pas me demander. Parce que plus tu me demanderas et plus je t'enlèverai le portable longtemps. Voilà. C'est aussi aider les enfants à attendre, gérer la frustration, tolérer l'ennui. C'est cool de s'ennuyer. Quand mon fils me dit « je m'ennuie », je lui dis « t'as trop de la chance, Augustin, de t'ennuyer, profites-en pour rêver. Profites-en pour t'inventer des jeux. Profites-en pour te reposer parce que tu verras quand tu vas grandir et que tu vas être responsable de plein de choses, tu auras moins le temps de t'ennuyer. » Et ces temps-là, ils sont précieux. Caroline Goldman, que je vous invite d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle a mis en place des podcasts qui sont gratuits, qui durent 15-20 minutes sur les enfants, sur l'accompagnement des enfants, que je trouve vraiment top. Elle dit quoi? Elle dit que les écrans sont une source massive de conflits, mais surtout un facteur de désorganisation psychique et relationnelle chez les enfants, et que les jeunes enfants ne peuvent pas autoréguler leur usage. Dans son podcast, elle commence pourtant son intervention en disant « Moi, j'adore les écrans ». Mais pareil, là aussi, c'est « j'adore », mais qu'est-ce qu'on va transmettre et comment on va accompagner nos enfants? Donc, elle dit quelque chose que je trouve très juste, c'est que les parents doivent assumer leur autorité. On n'argumente pas sur l'écran comme on négocierait une frite. On installe des plages horaires sans écran fixe, les repas, les devoirs, les moments en famille. On met en place un système de ritualisation positive autour du non-écran. La lecture, les moments où on va cuisiner ensemble, où on va aller se faire une promenade. Donc c'est revenir aussi à... vraiment cette notion c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'autre conférence, c'est les parents et les adultes, non, on n'a pas la même position. Je suis désolée, je ne me sens pas... humainement, on est deux humains avec mon fils, mais je suis adulte et il est l'enfant. Et donc, du coup, ça ne nous donne pas ni même les mêmes droits, ni même les mêmes devoirs. Et qu'il n'est pas en capacité, en tant qu'enfant, de choisir ce qui est bon pour lui. Je choisis ce qui est bon pour lui. Je t'explique, mais je ne me justifie pas devant toi. Alors, les stratégies pratiques, c'est organiser l'environnement, pas d'écran dans la chambre, jamais, même éteint, ça distrait. Ce petit cochon-là d'écran, même quand il est éteint et retourné, ça nous donne envie d'aller regarder. Parce qu'en fait, ça va libérer de la dopamine et on a toujours peur de rater quelque chose. Donc même s'il est comme ça, retourné, il a été montré qu'on ne reste jamais moins de 10 minutes sans retourner notre écran pour aller scroller. Regarder si on n'a pas raté un message WhatsApp ou un message sur Facebook. Donc c'est aussi favoriser des activités lentes et profondes. On revient aux lectures, au dessin libre, à l'écriture, à des jeux de concentration. Encourager le focus single. Donc le focus single, c'est une activité à la fois qui vient contredire le multistating, ce que je vous ai dit tout à l'heure, une multiplicité d'écrans avec plein de jeux. Donc le multitâche, c'est un mythe, ça va venir pourrir en fait votre attention. Trop de tâches en même temps. Ça y est, je suis arrivée à la fin. Merci pour votre attention. Alors là, pour conclure, par rapport à tout ça, j'avais préparé une super... non, c'est pas là. J'avais peut-être ici. Oui, j'avais préparé une super conclusion. Donc, on a voyagé un peu ensemble. On a parlé cerveau, langage, attention, sommeil. Mais surtout, on a parlé enfance. Et ce que je retiens en tant que maman, en tant que citoyenne, c'est à quel point nos enfants ont besoin de nous. Pas comme gardien d'écran, mais comme guide, comme tuteur, comme repère. Les écrans ne sont ni bons ni mauvais, mais ce sont des outils et ils sont puissants, très puissants, très, très puissants.
dans le bon comme dans le mauvais. Et ce pouvoir-là, c'est à nous, adultes, de le cadrer. Parce que ce n'est pas un enfant de 3 ans ou 5 ans, ce n'est pas à lui de décider quand il arrête une vidéo, quand il peut regarder un dessin animé au petit déjeuner ou pas, c'est à nous de décider ça. Et c'est là que Léonard Van Hetzel m'a touchée en plein cœur avec cette phrase. Il ne s'agit pas d'être technophobe, il s'agit de redevenir parentophile. Ça veut dire quoi être parentophile? Ça veut dire assumer son rôle de parent. Pas flic, pas dictateur, mais être capitaine de son navire familial. Chez nous, les écrans, c'est comme ça. Pas parce que je suis méchant, mais parce que je t'aime. Parce que je veux que ton cerveau se développe dans de bonnes conditions. Ça veut dire qu'on peut mettre des routines claires en place. Dire non avec amour. Le non est structurant. Proposer autre chose, même si ce n'est pas toujours parfait. Et surtout, on peut accompagner nos enfants dans ce monde numérique au lieu de les laisser gérer tout seuls. Être parent aujourd'hui, c'est complexe, mais ce n'est pas impossible. Merci à tous. Merci beaucoup, Claudia Bruno. Est-ce que vous avez des questions à poser à Claudia ? Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à son enfant de 12 ans pour lui expliquer tout ça quand il vous répond « Oui, mais moi, par exemple, ma camarade de classe passe des heures et des heures et des heures sur ses écrans et pourtant, elle a une meilleure moyenne que moi, elle est meilleure. Donc, tu vois, maman, c'est pas parce qu'on est devant les écrans qu'on devient un bête ou qu'on oublie ou qu'on n'apprend pas ou qu'on ne mémorise pas. » Alors, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et on peut passer des heures et des heures et des heures sur ces écrans, mais là aussi, il faut savoir ce que la copine, elle regarde. Pour préparer cette conférence, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures et des heures sur ces écrans, mais je ne suis pas allée sur TikTok. Et donc, du coup, là aussi, c'est pareil. C'est oui, peut-être que ta copine, elle passe des heures et des heures sur les écrans, mais qu'est-ce qu'elle regarde? Comment elle les regarde? Comment elle en discute? Par exemple, avec mon conjoint, maintenant, quand Augustin il regarde un petit truc à la télévision, j'utilise l'intelligence artificielle, ChatGPT, et je dis, tiens, est-ce que tu pourrais me préparer 10 questions pour un enfant de 7 ans, pour l'aider à synthétiser, à mémoriser, à utiliser, peut-être à verbaliser ses émotions. Et là, l'intelligence artificielle, elle va me préparer 10 questions et ça va m'aider à trouver les bonnes questions. Et lui, ça va l'obliger à synthétiser. Plus d'une fois, on s'est pris des fous rires parce qu'on ne s'attendait pas à ces questions et on ne s'attendait pas à cette compréhension. Et ça nous a permis de discuter pendant 15-20 minutes. Donc c'est là où du coup, l'intelligence artificielle, les écrans, les outils peuvent être une aide. C'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, avec cet adolescent, qu'est-ce que je ferais? J'irais lui demander, mais tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle regarde? Tu lui as demandé qu'est-ce qu'elle fait? Tu as demandé quel type d'interaction elle avait avec ses parents? Parce que, ouais, elle peut les utiliser, mais peut-être qu'elle les utilise pour faire aussi d'autres choses que d'aller passer peut-être des heures et des heures sur TikTok à se filmer. Merci. Autre question? Moi, je suis alarmée par les pourcentages. Mais je me demande comment on va faire pour les enfants, pour les parents qui n'ont pas les armes pour aider les enfants à arrêter la télé. Parce que moi, je connais des familles, on laisse la télé tout le temps, quoi. Et vous avez beau dire aux parents, ils n'ont pas les armes. Ils sont démunis. C'est ça qui m'inquiète. Et oui, et c'est la raison pour laquelle il y a des conférences comme aujourd'hui. Et je crois qu'il va falloir de plus en plus faire de la prévention, communiquer, que les écoles s'y mettent aussi. Mon fils est à l'école de Pentadikazing au village. Il y a eu des interventions sur les écrans. Je crois qu'ils sont passés aussi en plaine, où on vient dans les classes parler des écrans aux enfants. Ouais, je crois nous, on est arrivé. Ça allait très vite avec les écrans. Ça allait très très vite. Tous ces outils. Et il y a beaucoup de prévention à faire. Pareil, sur l'usage des écrans. Un enfant en 6e est exposé à la pornographie.
Donc, du coup, il va falloir faire de la prévention vraiment sur qu'est-ce qu'il va voir. Et c'est pas la réalité, la pornographie. C'est alarmant, ouais, c'est alarmant, mais en même temps, c'est là, c'est présent, on peut pas faire sans, mais du coup, c'est comment on fait avec, et comment on fait avec au mieux, et comment on les utilise intelligemment, c'est toujours pareil. Et je crois qu'il va falloir vraiment, vraiment beaucoup en parler. Bonjour, merci. Vous venez de dire qu'il y avait eu des ateliers de sensibilisation au sein du milieu scolaire. Est-ce que vous avez le nom des associations ou des dispositifs qui interviennent? Absolument pas. Pourtant, je suis déléguée des parents d'élèves de PEND, mais je n'ai pas du tout le nom des personnes qui sont intervenues, mais je peux vous les trouver, si vous voulez. Ah, je vous mets aussi, j'avais oublié, le QR code, que vous preniez tous vos téléphones portables pour QR coder. Et ça vous donne accès à un PDF que j'ai mis en place avec toutes les sources et tous les auteurs. Est-ce que vous avez une autre question à poser à Claudia? La prochaine conférence aura lieu à 13h30. On va parler de sexualité avec Anthony Casanova, donc ce sera ici. Et puis à 15h, conférence du professeur Ufo, harcèlement, sommeil et communication. Ce sera à 15h.